Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir mes itatas, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans votre salon, La Coupapa. Vous savez déjà, parentalité, couple, famille, relationnel, communication, mais jamais sans la compréhension. On est sur Internet, on est partout aujourd'hui, donc bonsoir le monde entier. En tout cas, moi c'est Olivier et on va passer une excellente soirée. Installez-vous confortablement, c'est parti. Je vous rappelle la thématique du jour. Tout simplement, entre l'école et l'estime de soi. J'espère que ça va vous captiver et je vais faire en sorte que ça vous captive. J'ai emmené deux invités de poigne, plein d'énergie. Bonsoir mes invités. Bonsoir Nadine, Thérèse, Basile. Comment vas-tu? Parce que tu m'as dit tu. Oui, il n'y a pas de souci. Comment vas-tu? Ça va très bien, Olivier. Ravi d'être là. Alors moi, je t'appelle Madame Positive. C'est comme ça que je t'appelle. OK. Est-ce que ça te va ou... Je prends. Je vais t'appeler Nadine, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Bonjour Claude, monsieur Claude Nicole. Claude Nicole, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Oui. Jusqu'à maintenant, ça va, oui. C'est bon? C'est bon, ok, oui. Impeccable. Nadine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques Sans mots? problème. Donc, Nadine Thérèse Basile, coach en développement personnel, certifiée, avec une spécialisation en coaching scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interviens dans les établissements scolaires à la demande soit d'un enseignant ou d'un CPE, en fait, voilà, pour motiver, pour donner envie aux élèves. Et le mot-clé, c'est la réussite. Très bien. On est en plein dedans, on est en plein dedans. Claude, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Claude Nicole, président de l'UPEM, l'Union des parents d'élèves et d'étudiants de Martinique. Voilà, Simplement. Simplement, oui. Mais efficacement. Peut-être, on verra bien. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Hein. J'ai choisi cette thématique parce que, je suis vos travaux, déjà, premièrement. Et deuxièmement, je suis moi-même un peu dans le milieu. Et j'ai constaté, alors je ne suis pas le seul, bien sûr, que nos jeunes sont entre les deux, je vais dire. Je ne vais pas dire qu'ils sont démotivés ou quoi que ce soit, mais on entend bien décrochage scolaire, on entend bien absentéisme, on entend baisse de résultats aussi. Donc, j'ai trouvé important de mettre cette thématique sur la table, en commençant, bien sûr, par l'estime de soi. Alors, j'ai commencé par l'école, c'est vrai. Est-ce que vous avez des souvenirs de l'école, quand vous étiez à l'école, vous, en quelques mots? Quels souvenirs vous avez Qu'est-ce qui vous a touché à l'école? Bon, c'est vrai, il y a un peu de tout. Hein. L'école, si on parle de l'école élémentaire, je me souviens un peu de la maternelle. Madame... une bonne mémoire. Oui, un peu de la maternelle, oui, un peu de la maternelle. On allait assez grand à la maternelle à l'époque. Hein. On n'allait pas tout petit, on allait déjà chez les grands carrément, à la maternelle de vos souvenirs, à l'école primaire. Hein. Et puis, on se souvient de son directeur, de certaines professions enseignants, M. Prosper, M. Laurent, ceux qui vous ont marqué étant petit. Marqué positivement ou positivement, oui, ça allait positivement. Après est venu le collège, là aussi, lorsqu'on grandit un petit peu, je dirais le côté positif, le côté empathique, malheureusement, commence à diminuer. Donc là, au collège, ça a été un peu... Ouais, il y a de bons moments, des moments plus difficiles. À le lycée, alors lorsqu'on arrive après au lycée, alors le lycée, c'était une expérience vraiment... lorsqu'on arrive au lycée, c'était un autre monde, hein, par rapport à un monde tout à fait différent du collège. C'est pas comme il n'y avait pas d'échange comme aujourd'hui. Et là, on commence à rentrer dans le dur de l'éducation. Et là, on est face à des enseignants qui sont, je dirais, épatants. Autant qu'il y a à cette époque-là, il y avait des enseignants épatants, autant qu'il y avait des enseignants un peu moins épatants, je dirais, pour ne pas aller trop loin dans ma démarche. En tout cas, les choses concrètes. Et puis, dans mon parcours scolaire, j'ai bien aimé, je dirais, le côté industriel. C'était bien le côté créatif, ça m'a toujours attiré, le milieu industriel. Donc, ça, lorsqu'on arrive dans le lycée technique et puis on voit les machines, on voit cet univers-là, c'était une joie, un plaisir. Une entrée dans le monde professionnel. Oui, pas encore, oui, c'était une préparation, hein, c'était pas encore tout à fait ça, mais lorsqu'on voit on est émerveillé, donc ça, il y a de bons souvenirs. Très bien, Et toi, Nadine? Alors moi, primaire, oui, je me souviens de mes maîtresses au primaire. Alors j'avais un maître, en CE2, Monsieur Gaspard, et il avait l'air très imposant, très méchant, tu vois, Et finalement, je crois que c'était mon meilleur instituteur, tu vois, en primaire. Après, comme Claude a fait, donc au collège, oui, donc j'étais au collège Renan à l'époque. Hein. Je veux dire que ça s'est bien passé. Ensuite,
Et ensuite, oui, le lycée, on croit qu'on est grand. Oui. On croit qu'on est grand, mais on n'est pas grand. Donc voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une fille qui est au lycée. Et voilà, donc c'est ça. Une petite dédicace. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est grand, qu'on est plus grand. Oui. Sauf que non. Et oui, au lycée, oui, c'est aussi, pour moi, ça rime aussi avec la liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop les parents sur le dos, on est responsable. On est un peu plus responsable. Autonome. Voilà, autonome, responsable. Et puis, donc voilà, moi, je garde un bon souvenir de l'école. Mais même si quand je te disais tout à l'heure, il y a des enseignants qui méritent de revoir leur copie. Moi, je pense qu'il y a des enseignants qui auraient dû être tout le temps bienveillants. C'est ça, bon, je ne veux pas noir sur le tableau, mais... Non, mais bon, on est là pour discuter, il n'y a pas de problème. Quand j'entends certains retours des élèves où j'étais dans des établissements scolaires, je me dis, waouh, non, le prof n'a pas ça à dire. Donc, évidemment, je ne dis pas ça à l'élève, mais moi, je me dis, il n'a pas ça à dire. Tu vas, quand on n'a rien, tu vas pas arriver. C'est derrière un camion poubelle. Okay. Bon, bref. Après, tous les élèves, alors, je ne défends pas non plus toutes les attitudes. Je veux dire, mais il y a aussi des élèves qui ne sont pas faciles. Hein. Il y a certains élèves, je trouve, il faut aller les chercher aussi. Après, est-ce que ça justifie c'est pas démotiver l'élève, c'est mépriser l'élève, tu vois ce que je veux te dire? Ah d'accord, je comprends. Donc là, c'est différent. C'est-à-dire que tu dis c'est un élève. Alors, il y en a qui le prennent très bien, hein, parce que c'est un moteur pour eux. Voilà, c'est un moteur. Mais il y en a d'autres où c'est la calamité, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Oui, ça éteint complètement. Nous sommes d'accord. Justement, selon vous, l'estime de soi, ça commence où? Chez nous, à l'école, dans la société, où vous percevez sa naissance? L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on donne, que le parent donne à l'enfant dès le plus jeune âge. D'accord, donc on est dans la transmission. Voilà, dans la transmission, c'est dès le plus jeune âge. Le parent, les éducateurs, voilà, ça peut être la grand-mère, ça peut être, voilà, va donner à l'enfant un message, qu'il soit positif ou négatif. Cet enfant-là va grandir avec ce message-là, ces messages-là, qui va faire que en grandissant, ça va se développer, c'est-à-dire que l'enfant va prendre conscience, effectivement, si c'est positif, qu'il est comme ça, etc. Si c'est négatif aussi. Ça a les deux effets. Donc pour moi, ça commence dès le plus jeune âge. C'est-à-dire quels sont les messages que les parents vont donner à l'enfant pour qu'il se construise. Et l'estime de soi, c'est quoi? Si on doit faire une petite définition, c'est quelle valeur que j'ai, quel prix que j'ai. Comment je me ressens dans ma peau, quoi. Qui je suis. Est-ce que je m'aime? J'aime bien dire ça. Est-ce que je m'aime? Et combien je m'aime? Moi, j'aime bien de dire aux jeunes, est-ce que vous avez du respect pour vous-même, par exemple? C'est ça. J'aime bien les challenger comme ça. Ils me disent, oui, monsieur. Mais quand on pousse un peu plus, ça demande réflexion. Et souvent, dans la construction de l'estime de soi, comme moi je fais ce travail-là avec les élèves au collège ou au lycée, je parle d'un message négatif qu'ils ont reçu enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aurait pu te dire, enfant, qui t'a marqué, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas OK avec toi. Exact. Vas-y, excuse-moi, pardon. Et souvent, tu as des choses fracassantes. Oui, quand on va chercher l'information concrètement, oui, des fois, ça fait mal. Ça fait même mal de revenir à ce souvenir. Et toi, Claude? Moi, l'estime de soi, ça naît, selon moi, depuis l'enfance. Le respect qu'on accorde à l'enfant, c'est-à-dire la manière qu'on l'a accueilli lorsqu'il est venu au monde, c'est-à-dire on lui donne le droit d'être comme il est, d'avoir ses capacités, d'avoir ses forces, ses faiblesses, c'est ça. L'acceptation déjà de l'enfant, de l'individu, c'est déjà le mettre en action pour qu'il se respecte lui-même. Parce que déjà, on a dit, le regard qu'on porte vers lui est déjà difficile, lui-même, il sera aussi déséquilibré. Donc, c'est le respect que les parents vont porter, c'est-à-dire respecter Timamaïla, parce que le parent va respecter l'enfant aussi. On peut dire des choses négatives à l'enfant, c'est-à-dire cela fait quelque chose qui pas bon, peut dire Timamaïla, mais il faut l'expliquer pour qui. Il faut dire que bon, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas comme ça, c'est pas ainsi qu'on fait, c'est pas comme ça nous qu'on fait, il faut changer mon ouais. Donc, l'enfant va comprendre. Et puis, le respect aussi, il faut éduire le côté équitable aussi. C'est-à-dire, ce que je perçois, c'est que ce Timamaïla,
très sensible, pas à l'égalité, mais à l'équité. Parce que l'enfant, c'est intuitivement, s'il a fait quelque chose de répréhensible, si on le réprimande, il a vu qu'il a fait un petit truc, bon, la réprimande est à hauteur de ce qu'il a fait. Puis on voit que son camarade ou son frère, son cousin fait quelque chose de plus grave que lui, qu'il aurait fait, puis il n'est pas réprimandé. Ça crée un déséquilibre chez l'enfant. Donc l'enfant perd confiance. Donc, et puis le troisième point, c'est peut-être la confiance la relation de confiance qu'on établit entre l'enfant et les adultes. Ça va dégager l'estime de soi. Très important. Justement, donc là, on est tous d'accord que ça commence dans le foyer, si j'ai bien compris. Donc, c'est à partir de l'éducation, donc si je comprends bien. Il y a différentes époques, hein, on est né, on n'a pas forcément les mêmes âges, etc. On parlait d'attitudes qui pouvaient marquer positivement ou négativement. Par exemple, si on parle des coups, on peut très bien dire que les coups... Alors moi, j'estime que les coups, c'est un raccourci. Alors, je ne demande à personne, est-ce que vous êtes pour ou contre, ça va durer 150 ans. Mais j'estime que les coups, c'est un raccourci. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en tant qu'adulte, on n'a pas envie de se répéter, on n'a pas envie de mettre en place une pédagogie pour que l'enfant comprenne. On préfère lui donner le marquer une bonne fois pour toutes et puis demain, il ne recommence pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que pour vous, nous avons des attitudes, nous, adultes, irréprochables dans nos éducations? Je dis nos éducations parce que je sais qu'il y a différents types d'éducation. J'ai quasiment tout dit en réalité. Bien évidemment qu'on n'a pas d'attitude irréprochable. Évidemment qu'on fait des erreurs. Hein. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui pensent, excuse-moi de t'interrompre, il y a beaucoup d'adultes qui, des fois, qui sont très sûrs d'eux, hein, ils sont persuadés que c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Enfin, moi je pense, je ne sais pas ce que tu en penses Claude, mais on fait tous des erreurs. Même dans une éducation positive, on va faire des erreurs, tu vois. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a été nous-mêmes éduqués dans ce système-là d'éducation positive ou est-ce qu'on a eu des coups? Tu vois, ça dépendra. Moi, je sais, alors pour mon expérience, ma mère ne m'a pas tapé. Elle ne m'a pas tapé et je donne mon opinion, mon avis, je suis contre les coups. D'accord. Pour quelle raison? Parce que pour moi, arriver jusqu'au coup, c'est avoir une difficulté à se faire comprendre et à communiquer avec l'autre. Et donc, je vais passer par la chair, par la violence pour me faire comprendre. Sauf que, et à la fois, il y a des mots, des attitudes qui sont beaucoup plus violentes que des coups. On est d'accord. Donc, quand on parle d'estime de soi, tout ça fait partie, tu vois. Même le silence, ça a son impact. Mais bien sûr, le silence, je tourne mon dos, tu me poses une question, je tourne mon dos, je ne te réponds pas, je ne te capte pas. C'est ça aussi. C'est très violent. Et pour la petite histoire, je ne tape pas mes filles, mais je leur fais ça. Attention. Et une fois, je ne sais plus, on discutait, et, elles étaient petites. Hein. Elle dit, mais oui, maman me tape. Alors je dis, ah bon, moi je te tape, mais jamais je t'ai tapé. Oui, tu me fais ça. D'accord. Donc il y avait, ça avait son intensité. En fait. Oui, et donc ça, et je ne m'étais pas rendu compte que le ça, devant le visage, ça peut être très violent. C'est violent, c'est violent, mais c'est violent. Alors que non, tu vois, donc bon, tout ça pour dire que oui, les coups, passer par les coups, c'est pour moi égal difficulté à se faire comprendre autrement. D'accord. Claude. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis contre les frapper, c'est pas dans ma nature, je suis contre ça. Mais il arrive quand même qu'on fasse des erreurs. Je me souviens, mes gamins étaient petits, tout un après-midi, je me cachais chez ces boucles-là. Je habitais dans ma pacasse, dans ma pacasse, tout. Je me cachais chez eux. Tout partout, un tel tu as vu, un tel. L'inquiétude. L'inquiétude l'après-midi. Quand je suis rentré à la maison, j'ai appris qu'ils étaient au bord de la rivière. Là, on habite, il y a une rivière. Moi-même, je ne suis jamais allé près de la rivière. J'ai dit, bon, me dit, mais la panique, là, c'est la panique. Là, c'était la panique. Quand je dis, c'est pas possible. Ça se comprend. Hein. J'étais paniqué. J'étais là, bon, je n'ai pas frappé, mais j'ai donné peut-être. Mais tu peux dire que tu avais une volée. Non, des petites tapes, quoi. Mais non, mais c'est ce. Oui, non, mais ça veut dire que malgré tout ce qu'on fait, là, c'était la panique. Oui, et c'est l'émotion. Je me suis rendu compte après que. Ouais, je suis arrivé là quand même, mais ce n'était pas une volonté de départ, ce n'est pas dans ma nature, mais à un moment donné, peut-être que on appelle ça un accident, ça peut être la partie accidentelle, mais ça ne s'est pas reproduit, mais c'est vraiment, à un moment donné, un parent peut être pris de panique, ça peut arriver, mais il ne faut pas qu'il y ait non plus, je dirais,
Ça devient une habitude. Une habitude ni de traumatisme, ni une... Oui, c'est ça. il ne faut pas que ça aille jusqu'à la maltraitance quand même. C'est ça. Et j'ajouterais, et beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous regardent, vont dire, ah ouais, mais une petite tape, ça fait pas du mal. Oui. Dépendant. Alors, est-ce que vraiment tu as besoin de la tape pour te faire comprendre? C'est ça la question. Est-ce que tu as vraiment besoin de le taper, de lui tirer les oreilles, ou je ne sais pas, ou de donner un coup de ceinture pour te faire comprendre? C'est ça la question. Là, je pense que chez tous les Itata, là, ça va. Ça, le débat est lancé. Le débat est lancé. Etc. Oui, on connaît, on se connaît. Mais le paradoxe, des fois, lorsqu'on sent des adultes qui disent « Heureusement, maman, moi, t'es pas moins coup ». Je trouve ça... Alors, certaines personnes vont le dire. Je trouve ça violent parce que je dis non, c'est pas... Prendre des coups, c'est pas quelque chose d'agréable. Pourquoi on peut revendiquer le fait, heureusement, on avait pris des coups pour être... C'est-à-dire qu'on ne mesure pas, selon moi, l'impact que ça a sur l'enfant. C'est-à-dire qu'on pense bien faire, j'espère en tout cas, mais on est dans une attitude qui... On est persuadé que c'est le bon choix, que c'est la meilleure solution. Sauf que si on doit parler de meilleure solution, il y en a un panel en réalité. Mais est-ce que ces parents-là ont, eux, reçu une éducation où on leur a proposé d'autres alternatives? Ils peut-être mimétisent ce qu'ils ont mémorisé, tout simplement. Donc, ils mimétisent ce qu'ils ont mémorisé, super. Non, mais c'est pas grave, c'est du live, il n'y a pas de souci. On s'est compris, c'est ce qui compte. Oui. Non, mais c'est tout ça pour dire qu'on a certaines attitudes qui sont peut-être castratrices, on n'en prend pas l'impact, et en fait, au fil des années, nos jeunes grandissent avec. Et ça peut poser problème sur bien des domaines, finalement. Mais bien sûr. On parlait des profs tout à l'heure. Vous avez peut-être connu, plus vous que moi, je pense, des profs qui allaient très au contact, tirer les oreilles, taper sur les doigts. Oui. J'ai entendu certains châtiments, j'appelle ça des châtiments, parce que je me disais, mais après ça, tu détestes l'école. La règle carrée là, en bâton, bois d'ébène, ça rigolait pas. Moi, je me souviens, j'étais en CM2, donc tu t'imagines, je me souviens, j'avais oublié mon dictionnaire. J'avais oublié le dictionnaire, j'avais oublié de mettre le dictionnaire dans mon sac. Quand je suis arrivée, j'avais la trousse, j'avais peur. J'avais la frousse, j'avais peur qu'on me tape. Mais j'avais vraiment peur. Et donc, la maîtresse, elle m'a fait allonger mon bras, mettre les doigts comme ça. Elle m'a tapé, pac! Il fallait pas broncher. L'autre main, mais le sentiment, mais c'est affreux. Je me suis dit, pour ça, quand la me tape, parce que j'ai oublié mon dictionnaire, pour ça, mais je trouvais ça injuste. C'est humiliant. Pour moi, c'était injuste. Et injuste, c'est ça le sentiment que ça a. Et puis violent. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Alors, les gens peuvent dire, ah oui, mais heureusement qu'elle a donné des coups, parce que je suis sûr que la prochaine fois, tu n'avais pas oublié ton dictionnaire. Mais si je l'ai oublié... Est-ce que ça valait le coup? Non, voilà. Est-ce que ça valait vraiment Traumatisé par la règle. Non, mais peut-être là c'est un exemple, je ne suis pas enseignant, peut-être bon Dieu, ça fait gaffe. Mais par exemple, dans ce cas-là, est-ce que c'était pas le moment d'enseigner la solidarité aux élèves? Maintenant, là, oublié machin, qui c'est qui voudrait, avec qui elle peut partager avec elle, voilà. Rappelez-vous, je pense que c'est un souvenir positif. C'était arrivé qu'une fois. Je veux te dire que peut-être que si c'est régulier, là, ça devient... L'enfant oublie à chaque fois, c'est qu'il y a un problème d'organisation au niveau de la famille, ça part trop vite le matin, il ne fait pas son sac le soir, enfin voilà. Mais j'ai envie de te dire, c'était arrivé une fois, je me suis dit, mais le fait de faire ça, c'est-à-dire que non, mais c'est un truc de malade. Tu donnes, tu te donnes... Tu plies à une volonté qui n'est pas la tienne, tu te donnes pour prendre des coups. Eh bien, vous savez, en plus, ce qui est bien là dans cet échange, c'est qu'au début, malgré ce que vous me dites là maintenant, et je sens que ça a marqué, vous avez dit d'entrée que vous avez quand même de bons souvenirs de l'école. Oui, j'ai fait exprès de vous amener dans ce sens-là. C'est pour comprendre que, bon, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. En fait, moi, j'estime qu'il faut toujours nuancer. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, parce que j'ai un peu annoncé, j'ai un peu fait mes recherches, qui m'ont dit que pour eux, l'école, c'est un lieu où on ne doit qu'apprendre par cœur, où on incite les élèves à n'apprendre que par cœur. Donc, en fait, ma question serait, est-ce qu'apprendre par cœur fausse l'estime de soi? Alors, l'école n'est pas que apprendre par cœur. Moi, je ne suis pas OK avec ça, parce qu'à l'école, tu n'apprends pas que par cœur. Tu as des matières où on te demande de réfléchir, tu vois, de te poser des questions, notamment dans les matières scientifiques,
en SVT ou en physique-chimie, on t'invite à réfléchir. Avec tes connaissances, tu dis ce que tu sais, puis tu réfléchis. Donc, il n'y a pas de pas en cœur, vraiment. Le pas en cœur serait pour les poésies. Et c'est ce que je dis aux élèves. Depuis la maternelle jusqu'en primaire, on vous apprend, on vous demande d'apprendre des poésies. Tout ça, c'est pour stimuler la mémoire, d'accord, pour retenir, pour vous aider à retenir. Maintenant, il y a des élèves qui apprennent pas en cœur. Est-ce que ça peut leur réussir? Oui. Tu vois, il y a plusieurs façons d'apprendre, tu vois. Il y en a qui vont apprendre pas en cœur parce que ça va les rassurer. Le fait de réciter la leçon et de savoir qu'on sait tout et qu'on dit tout, ça peut les rassurer. Maintenant, est-ce que c'est si efficace que ça? Parce qu'il y a apprendre par cœur. J'avais un monsieur qui m'avait dit un jour, apprendre par cœur, ça ne veut pas dire comprendre la leçon. Mais c'est ça. Et ça, il faut vraiment se pencher sur cette manière de faire. C'est comme l'étape de multiplication. L'étape de multiplication te demande de les apprendre par cœur. Sauf que, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? 3 fois 2, c'est quoi? 3 fois 2, 6. Non, c'est comme une chanson. Exact. Sauf que, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Et c'est pas le pas en cœur de la table que tu vas. Et c'est pas en récitant non plus la table que tu vas utiliser, la table de multiplication. C'est dans la vie de tous les jours. Et comprendre, c'est ça, le pas en cœur. Enfin, bon. Ta méthode? Non. Enfin, ta perception. Ma perception, le pas en cœur peut aider l'enfant, peut rassurer l'enfant. Tu vois? C'est-à-dire qu'il apprend pas en cœur, il sait qu'il sait. J'aime bien dire ça. Je sais que je sais. Parce que j'ai appris. Sauf que, est-ce que j'ai compris ce que j'ai appris? C'est ça. Et c'est ça le plus important, en fait. Parce que moi, j'estime que je te donne la parole, t'inquiète pas, Claude. Non, je sais pas. J'estime que comment dire, que apprendre par cœur peut te donner confiance en toi, parce que en fait, finalement, tu t'exerces à retenir quelque chose, donc c'est pas mauvais. Maintenant, s'en contenter, je pense que ça peut poser problème par la suite. C'est pour ça que j'estime que l'estime de soi... Est-ce que vous estimez que l'estime de soi, à l'école, c'est prioritaire? Est-ce que c'est mis en avant? Est-ce que c'est exposé? Est-ce que c'est l'outil incontournable de l'école? J'ai bien aimé vos visages, hein, je ne sais pas si on vous voit, mais moi je vous vois bien. Mais malheureusement, je pense que l'estime de soi n'est pas le moteur, n'est pas l'axe principal de l'école, en tout cas de l'école que nous connaissons. Hein, c'est-à-dire, voilà, effectivement, pour faire il y a le par cœur aussi, bref, ça peut être positif. Parce que bon, il faut quand même contextualiser. Mais il fallait peut-être apprendre par cœur parce qu'il n'y avait pas les livres partout, il n'y avait pas la diffusion n'était pas généralisée, il n'y avait pas le support d'aujourd'hui. Donc c'était nécessaire à un moment donné, il fallait avoir déjà beaucoup de choses dans la tête. Et puis on grandissait, et puis aussi, même si on apprend par cœur aussi, à un moment donné, il y aura peut-être un niveau de, comment dirais-je, une masse critique de savoir qui va se produire. Et là, ça va générer un savoir, ça va générer des idées, ça c'est un intérêt. Mais l'intérêt du par cœur pour le par cœur, ce n'est pas ce qui va développer, selon moi, l'estime de soi. Mais aujourd'hui, là où l'estime de soi peut être plus développée à l'école, qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est la valorisation des différentes formes d'intelligence. Moi, je crois que Est-ce que tu peux nous répéter ça? Il faudrait qu'on valorise toutes les formes d'intelligence des individus. Il y a des individus qui sont bons en français, en langue, qui sont bons en mathématiques, qui sont bons en musique, qui sont bons en sport, qui sont bons il ne faut pas hiérarchiser. À partir du moment qu'on commence à hiérarchiser le savoir, on est déjà dans un biais, je dirais, sociétal, un biais de société. C'est-à-dire les élèves ne vont plus à l'école pour devenir des hommes, hein, des hommes et des femmes, je dirais, jock, comme nous dit en créole, autonomes, indépendants, critiques, réfléchis. Nous avons formé pour eux, c'est des travailleurs. Donc, c'est quand j'entends un recteur de Martinique qui, quelques années, disait qu'il fallait que les enfants de maternelle apprennent l'anglais pour quand ils vont travailler. Depuis la maternelle, vous avez pensé qu'il fallait apprendre par l'anglais pour les travailler. Non, il faut qu'ils apprennent à parler l'anglais pour qu'ils apprennent 2-3 langues, qu'ils se construisent, qu'ils développent une compétence linguistique, mais ce n'est pas forcément dans le but On peut apprendre l'anglais pour voyager, hein, pour faire du tourisme, tout simplement. On n'est pas obligé de mettre l'objectif de travail dès le départ pour un enfant de maternelle. C'est-à-dire, pour 20 ans, tu le programmes déjà pour être un travailleur. Donc, c'est un peu aberrant des fois. Donc, le système éducatif ne génère pas forcément l'estime de soi au départ. Et ce que Claude dit est très vrai. Le système éducatif aujourd'hui
génèrent des travailleurs. Point trait. Point trait. On est d'accord? Oui. Donc, c'est l'objectif principal. Oui. Selon vous, en tout cas. Je suis d'accord avec vous. Et donc, tu disais, est-ce que l'école... Est-ce que l'estime de soi, selon vous, est une priorité dans les établissements scolaires aujourd'hui? Mais vous y avez répondu, en fait. Oui. Avec votre visage et avec les mots aussi, j'allais signaler. Autrement dit, est-ce que les enseignants, est-ce que le corps éducatif, est-ce que l'école valorise l'être humain? C'est ça. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que l'être humain est la priorité? Dans toutes ces cas, est-ce que on cherche vraiment à déployer toutes ces capacités ou on l'oriente plus vers certaines capacités, certains métiers, etc. C'est toujours un peu orienté, je trouve. Juste pour finir, par exemple, il y a toujours eu cette comparaison entre le lycée général et le lycée professionnel. Ouais. Alors que moi, j'estime qu'on devrait être les deux, en fait, finalement. Parce que les deux sont nécessaires, en fait. Voilà. C'est comme ça. Et aussi, on demande à des élèves maintenant de seconde de décider du métier qu'ils veulent faire. Hein. Dès la seconde. À quel moment, déjà, quand tu poses la question, 99% des élèves ne savent pas. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Aussi bien au collège, alors pire au collège, et au lycée, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont dans des filières comme ça. Parachute. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que j'aime bien les sciences, donc je vais prendre maths spé, voilà. Ou des fois, les parents aussi imposent leur propre rêve. Voilà, ça aussi, il y a ce souci-là aussi. C'est-à-dire que non, tu n'iras pas en L, tu iras en S, parce que c'est S. C'est S le plus prestigieux, etc. J'ai souvent entendu ça dans ma jeunesse. Je ne suis pas allé en S. Et tu n'iras pas en professionnel, tu iras en général. Par exemple, exactement. On disait que le professionnel, c'était pour les délinquants. Et tout ça, c'est resté pendant longtemps, je trouve. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'entends moins, mais je pense qu'on est toujours, malheureusement, on a gardé encore des mauvaises habitudes qui ne nous aident pas, qui n'aident pas forcément nos jeunes à se développer en pleine capacité, à leur maximum, quoi. Donc, mais c'est pas fait pour, de toutes les façons. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour aujourd'hui? Mais oui. D'accord. Ah oui, disons que tu aimes les langues. Tu aimes les langues et tu n'es pas doué. Ou alors, tu es communicant plus. C'est-à-dire que communicant plus, on va dire les élèves bavards qui ont besoin de parler. Eh bien, plutôt que de stigmatiser l'enfant bavard, je ne sais pas moi, donne-lui des choses où il peut exceller dans son talent. Tu vois ce que je veux te dire? Exact. Alors, je n'ai pas dit que tous les bavards ont un talent, c'est pas ça que je dis. Hein? Mais c'est-à-dire que l'enfant aime parler. Tu as vu qu'il a... Waouh! Donne-lui de quoi pouvoir s'exprimer et à travers toutes les matières. Ça, on peut le faire dans toutes les matières. Tu vois ce que je veux te dire? Exact. Bon, après, maintenant, je ne pense pas qu'on puisse, à travers ce débat-là, puisse remettre en cause l'éducation nationale française. Mais j'ai envie de te dire, c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y ait cette stigmatisation. Les forts vont en sciences, les moins forts vont ailleurs, français, et puis les nuls vont en professionnel, tu vois. Alors que ce n'est pas forcément le cas, en fait, non. déjà. Et puis évitons de les appeler nuls. Ils sont là pour apprendre à la base. À la base. Donc s'ils n'ont pas bien appris là, c'est qu'il y a eu une différence en quelque part. Hein. Déjà. Serait-ce la faute des parents? Serait-ce la faute de l'école? Serait-ce la faute de la société? On va aller loin. Tu vois? On va aller loin. Tu vois? Oui. C'est-à-dire que tout le monde devrait se revoir ses copies, finalement, au lieu de partir dans des accusations trop faciles. T'imagines, Olivier, avant, il y a longtemps, à l'époque de ma maman, qui a 75 ans aujourd'hui, les parents, la maman était marchande de poissons. Elle avait 8 enfants. Sur les 8, beaucoup réussissaient. Tu vois ce que je veux te dire? Et la maman n'avait pas le bac, ne pouvait pas aider l'enfant à apprendre. Ne pouvait pas. Tout ça pour dire, j'ai une amie qui me disait qu'elle apprenait l'espagnol. Elle était au collège et elle donne à sa maman le cahier pour réciter la leçon d'espagnol. Mais elle sait que sa maman ne connaît pas l'espagnol. D'ailleurs, le cahier est à l'envers. Ah, ok. Mais il a récité bagaille là, blablabla. Et puis elle hésite. Dans la leçon qu'il fallait qu'elle apprenne, elle hésite. Elle m'a dit, pas connaître l'histoire, allez apprendre l'histoire. Et la maman ne comprend pas. Elle ne comprend rien en espagnol. Pas un mot en espagnol, mais... Elle mesure l'hésitation. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Tu as compris? Elle a compris que l'enfant... Donc, ça veut dire aussi que même si les parents n'ont pas les moyens d'aider leur enfant
ça ne veut pas dire que les enfants, eux, voient de garage. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Le parent qui n'a pas les moyens va, et je suis persuadée, va donner à son enfant, va inculquer des valeurs, des choses qui vont lui permettre de grandir. Tu vois? Donc, ça peut être quoi? La confiance, ça peut être quoi? La détermination, enfin, quoi qu'il en soit. L'écoute aussi. L'écoute, quoi qu'il en soit, tu vois? Donc, même si les parents n'ont pas les moyens, vas-y. Non, les moyens, il faut dire peut-être les moyens matériels, c'est-à-dire les parents qui n'ont peut-être pas intellectuels aussi. Même les moyens intellectuels. La maman ne sait pas bien lire. La maman ne sait pas bien lire. Moi, je rentre j'ai en ce moment un petit jeune là, en collège. Il est d'origine sainte-lucienne. Donc, il a du mal à parler français. Mais il parle bien français. Moi, je l'ai félicité. Je trouve qu'il parle très bien français. À la maison, personne ne parle français. D'accord. Ça veut dire que pour faire son travail scolaire, donc là, il y a personne. Il est seul quoi, dans sa lutte. Il est seul dans sa lutte. Mais il est déterminé à réussir. Et puis, tu parlais d'alternative, Claude, justement, tout à l'heure. Il y a ça aussi. L'enfant qui sait que le parent ne sait pas va lui apprendre des mots. Aussi. Et ça peut devenir un entraînement à deux, ça peut être un plaisir d'échanger, de dire ben, aujourd'hui, bonjour, ça se dit comme ça, buenos dias, etc. Ne me demandez pas plus d'espagnol, merci. mais en tout cas, voilà, on peut voir plus loin que la difficulté. Il n'y a pas de limite. Voilà, exactement. Et justement, c'est pour ça que j'en reviens toujours à associer l'estime de soi et l'école. C'est que j'entends beaucoup d'élèves, malheureusement, je les trouve un peu trop défaitistes. Dès qu'il y a une mauvaise réponse, soit ils ne veulent pas répondre parce qu'ils ne savent pas, bon, ça arrive, ou soit ils fuient par peur d'être critiqués parce qu'ils ne savent pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Critiquer par qui? Critiquer, c'est-à-dire, peut-être par... Ils ne veulent pas les moqueries, des fois c'est les propres élèves, ou chez eux, peut-être que dès qu'ils ne savent pas quelque chose, quelqu'un les rabaisse. Donc ils ont ce réflexe dès qu'il y a une question qui... Non, je ne réponds pas. Non, mais... Et c'est là que je dis, finalement, l'estime de soi, certes, comme vous l'avez dit, ça commence dans le foyer, mais est-ce que c'est employé dans le foyer? Et comment c'est employé dans le foyer? Parce que peut-être qu'en étant trop dur avec un enfant, on pense bien faire, mais finalement, on est en train de l'enterrer dans son échec, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Non, mais là, on en revient au problème par exemple, de la notation. Déjà, la notation, la méthode de notation aussi, c'est déjà... Ah, la note. La note, c'est déjà... L'élève qui a peur aussi, peut-être qu'il craint sa notation, une mauvaise note, hein, donc il a peur de l'échec. Donc ça veut dire que c'est le modèle, on revient un petit peu encore, c'est le modèle éducatif qu'on a. Comment est traité l'échec? C'est-à-dire l'échec doit pas être une fin en soi, c'est fini. Tu es mort, tu ne vas pas plus loin. Ça doit être un moyen. Bon, tu te rapproches, tu as échoué là, mais ça veut dire que tu te rapproches du but, quoi. Donc il faudra qu'on revoie dans le système, les dispositifs. Il y a des endroits, par exemple, ils ont supprimé les notes. Il faut qu'on supprime. Une fois, j'ai dit dans une émission que peut-être la note de l'élève c'est la note du professeur aussi. Hein. Justement. C'est la note de l'élève parfois, c'est la note du professeur. Ça veut dire, moi, je suis pas enseignant, je m'y assis. Il faudrait qu'on se dise aujourd'hui, les professionnels de l'éducation fassent réussir les élèves malgré eux. Mais il est vrai que la note... C'est travailleux. À la base, c'est... Attends. OK. C'est le travail du prof de faire réussir l'élève. Enfin, à la base, c'est ça. Le travail du prof, c'est de faire réussir l'élève. L'élève a une mauvaise note, il a échoué. Justement, il va y avoir Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux te dire? Oui. L'élève qui a... Non, mais c'est extraordinaire. L'élève qui a eu 0, il a eu 0 pourquoi? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a eu 0 parce qu'il n'a pas appris? Il n'a pas compris. Est-ce qu'il a eu 0 parce qu'il n'a pas compris? Est-ce qu'il a eu 0 parce qu'à la maison, on n'a pas pu l'aider à comprendre la leçon? Mais moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on dit que tout se passe à l'école. On n'a rien à faire à la maison, sauf 2 petits exercices, machin. Voilà. On maintient à la maison. C'est moins déterminant qu'avant. Ouais. On s'inquiète si on ne voit rien. On se dit, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, tout ça pour dire, ce que tu as dit m'a fait penser à ma fille aînée qui est brillante, qui parle espagnol couramment, et qui m'a dit, ah maman, j'ai une très mauvaise note. Elle me dit, j'ai failli pleurer, mais je me suis retenue parce que je sais, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, je sais que la note ne me reflète pas. OK. Moi, je sais qu'elle peut faire mieux. Voilà. Oui. Et que sur le moment, pour ce devoir-là, tu as eu une mauvaise note, OK. Alors, qu'est-ce que tu décides après de faire pour rattraper, etc., etc. Parce qu'à l'université, c'est pas comme au lycée, au collège, où, tu vois, là, c'est du travail très personnel. J'ai envie de te dire, la note
Alors, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut maintenir la note ou pas du tout, ou tu vois, mais il faut évaluer. Voilà, quel système, mais évaluer aussi. Je me demande, mais tu vas évaluer l'enfant par rapport à un référentiel. Moi, je pense qu'il faut la garder, mais il faut mieux la maîtriser. C'est-à-dire que des fois, c'est plus les parents qui sont impactés par la note que l'élève. Hein. Des fois, c'est plus le parent qui va s'énerver. Voilà, t'as eu que 12. T'as eu que 14. Ouais. OK, je suis resté 1 heure de temps à apprendre. Bosser, j'ai eu que. Donc, à un moment donné, on cherche à plaire à qui? Est-ce que je cherche à performer moi-même ou je cherche à plaire à mes parents? Exact. Et c'est ça, des fois, il faut... Voilà, c'est pour ça que je parle de maîtrise, en fait. Oui. Donc, les adultes ont aussi leur rôle à jouer dans l'estime de soi. Il ne faut pas qu'ils l'oublient, quoi, je veux dire. Et quand je dis adulte, je ne dis pas que parents. Je parle dans l'ensemble de notre société. Moi, j'estime que l'estime de soi n'est pas une priorité dans la vision martiniquaise, si on peut dire qu'il y en a une. Et c'est ça qui me dérange profondément, en fait. Eh bien, maintenant qu'on a bien pris le temps de lier l'école à l'estime de soi, nous allons lancer la question tabou. La question tabou. Selon vous, pourquoi nos jeunes doutent de leur avenir en Martinique? Alors, nous allons d'abord écouter quelques audios. J'ai interrogé 2-3 personnes et ensuite on va discuter ensemble de ce qu'on a entendu. Ouais, Olivier, pour répondre à ta question, je pense que les jeunes ne prévoient pas leur avenir en Martinique parce qu'il y a pour moi deux choses. C'est d'une, certaines offres d'emploi ou les offres d'emploi en Martinique, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que soit c'est des offres qui sont privilégiées pour certains pays de la métropole, c'est plutôt métropolitain. Donc, des offres un peu hors que l'agriculture ou certaines cultures martiniquaises. Et les jeunes ne se voient pas forcément dans ce domaine. Donc, malheureusement, c'est délaissé. Et déjà d'une. Et la deuxième chose, je pense que c'est par rapport déjà les universités canadiennes, chaque fin d'année prévoit déjà ou recherche déjà dans la jeunesse martiniquaise en général des profils pour des métiers au Canada. Donc, ils recrutent beaucoup dans ce milieu-là. Donc, je pense que déjà ça aussi, ça fait que l'avenir en Martinique est beaucoup compliqué parce que le monde extérieur les recrute déjà au niveau universitaire. Donc, voilà. Donc, c'est deux choses. Bonjour. Pourquoi nos jeunes Martiniquais doutent de leur avenir en Martinique? Selon moi, nos jeunes, ils doutent parce que nous, déjà, les plus anciens, les plus âgés, on ne les met pas en confiance et on leur fait souvent croire que en Martinique, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'avenir, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, je pense qu'il faudrait les mettre en confiance, en fait, et leur montrer justement des exemples de personnes qui ont commencé jeunes en Martinique, dans quelles que soient les institutions ou l'entrepreneuriat, et leur prouver que si on peut. D'ailleurs, moi, je suis chef d'entreprise en Martinique. J'ai fait le choix de rentrer dans mon pays et de travailler et de m'investir au sein de mon pays. Et là, ça fait 9 ans que je suis rentrée et je m'en sors plutôt pas mal. Ensuite, les aider et les motiver quand ils ont un projet personnel qui aboutira bien sûr sur du professionnel, et leur montrer qu'ils peuvent, en fait, que leur seule barrière, ce serait eux. Donc voilà, selon moi, en fait, c'est juste ça, en fait, c'est qu'on ne les met pas en confiance et on ne les guide pas suffisamment par rapport à ça. Au revoir. Voilà. Selon pour vous, pourquoi nos jeunes doutent de leur avenir en Martinique? Donc, on a eu 2 extraits de 2 personnes que j'ai interrogées dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez entendu? Alors, vas-y, on est alors, ce qu'a dit la dame est très juste. Est-ce qu'on leur fait confiance, déjà? Et moi, selon moi, pourquoi nos jeunes doutent de leur avenir? Peut-être pas tous. Il y en a qui ont confiance et qui restent faire leurs études ici. Et ça, c'est génial, j'ai envie de te dire. Parce qu'on leur a dit aussi qu'il y a des débouchés, il y a la possibilité de, tu vois? D'accord. Donc, ceux qui doutent, alors, est-ce qu'ils doutent de leur avenir ou est-ce qu'ils doutent de leur avenir en Martinique? Tu vois la question? D'accord. Donc, quand on pose la question aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Beaucoup ne savent pas. Même
Même à 17 ans. Même en terminale, tu vois, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Je me suis inscrite dans cette filière, mais je ne sais pas ce que je veux faire comme métier plus tard, tu vois. Donc déjà, est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème d'aiguillage? Est-ce que c'est un problème d'école, tu vois, d'institution? Enfin, voilà. Chercher à comprendre. Ou un problème d'orientation. Ou un problème d'orientation, tu vois. Il faut chercher à comprendre. Et ce qu'elle a dit, j'ai beaucoup apprécié l'audio parce qu'elle dit qu'elle est revenue en Martinique et ça fait 9 ans, donc vraiment, et qu'elle s'investit pour la Martinique. Ça, je trouve ça génial. Et donc, c'est comment aider les jeunes à vouloir, si on dit en Martinique, à vouloir rester en Martinique, tu vois. Exactement. À rester en Martinique pour que que la Martinique profite. Puisse en bénéficier, bénéficier de tous ces atouts. Et toi, Claude, qu'est-ce que tu as tiré de ces audios? Bon, c'est une conclusion. Bon, le premier qui parle effectivement d'une autre université, qui fait un peu de démarchage, je trouve que bon, c'est délicat. Parce que c'est vrai que ça reste réel, mais je dis, par exemple, notre université aussi devait être en mesure de faire l'inverse. Bon, on a accueillir aussi des étrangers, accueillir des Canadiens. Pourquoi notre université n'accueillerait pas des Canadiens aussi? Nous avons des choses à proposer aux Canadiens, au monde entier. C'est vrai que pour revenir au débat, si on reprend un petit peu là, au début, je disais, il faudrait que l'école, que l'éducation soit valorise toutes les formes d'intelligence. C'est-à-dire, il faut ce qui nous manque aussi dans le système éducatif, notre système éducatif, c'est donner aux jeunes l'assurance pour innover, le besoin d'innover, le besoin de créer, le besoin d'être autonome, ce besoin, c'est-à-dire de s'investir dans sa propre évolution. Dans sa propre évolution, la vision de notre société. Ça veut dire que notre société aussi ne donne pas ce modèle-là, ne dit pas que nous sommes en capacité de créer, de nous développer, parce que un pays, il est grand, moi je dirais, c'est pas la taille géographique qui donne la grandeur d'un pays, c'est la taille des hommes, des esprits des hommes qui sont là-dedans, et des femmes qui donnent la dimension. Il y a des petits pays qui font géographiquement. Un pays n'existe pas sans son peuple. En fait. Voilà, géographiquement ils sont tout petits, mais ils font des choses extraordinaires. Donc il faudrait que nos jeunes arrivent à se dire cela, que notre pays il est grand, il est beau. Il faut que le système éducatif apprenne aussi aux gens, par exemple aux jeunes qui ne voyagent pas dans l'île. Il y a des enfants de Sainte-Anne qui ne connaissent pas Grand-Rivière. Il y a des enfants de Grand-Rivière qui ne connaissent pas Sainte-Anne. Il faut valoriser ce qu'on a. Il faut valoriser ce qu'on a. Et puis aussi, notre société aussi, le modèle social, le modèle économique. Moi, je dis, nous avons fait grève, mais nous avons fait grève toute l'année. Mais chaque fois, nous avons tiré ce qui est à l'école là. Il y a une grève l'école, il y a une grève transport. Chaque fois, nous avons tiré dans l'école là, nous avons mis dans cet avion. Pour que la société nous conscientise ça aussi. Ah oui, on motive les départs. On motive les départs. La construction que l'enfant s'en va de Martinique, ce n'est pas quand il a eu son bac qu'il va décider de partir. Hein. On commence à le construire depuis la maternelle, parce que depuis la maternelle, on ferme l'école sur lui. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça la clé de notre société? Est-ce qu'il ne faut pas que tous les organes de notre société travaillent en synergie sur le même objectif, sur les mêmes objectifs scolaires, on va dire, afin de propulser tout le monde au lieu d'en propulser quelques-uns et d'en laisser sur le tapis, en fait. C'est ça. Il faut qu'on décrète l'éducation priorité. C'est ça. C'est quoi l'objectif de l'école? C'est ça, la question. Oui, moi je dis que l'école doit revoir ses copies. Moi, c'est comme ça que je dis les choses. Eh bien, voilà. L'école doit revoir sa copie. L'éducation nationale doit revoir sa copie. Exact. Moi, je pense qu'il faudra apporter de nouvelles alternatives, nouvelles solutions. Et prendre en compte, surtout, les différents types d'élèves qu'on a aujourd'hui. Important. Vous l'avez dit depuis le début, en plus. Hein, oui. Vous l'avez mais pas que l'éducation nationale, c'est la société martiniquaise. Ah oui, non, mais ça... Je peux parler de tous les organes. La société martiniquaise, parce que l'éducation nationale seule ne pourra pas. C'est-à-dire, déjà, elle travaille en symbiose avec les collectivités, soit les communes, soit la CTM. Exact. Donc, il faut dire que les collectivités aussi soient partie prenante. Hein, on les voit. Par exemple, on est membre du CN, lorsqu'on voit le CN, le Conseil de l'éducation nationale. C'est une instance où il y a, je crois, 64 personnes qui se réunissent. On parle des grandes lignes de l'éducation martinique. Combien de personnes? 64 personnes. 64 têtes pensantes, en fait. Oui, qui sont les parents d'élèves, les syndicats, les collectivités, toutes les personnes, toutes les instances qui gravitent autour de l'éducation martinique.
Et par exemple, les coprésidés par les préfets et par le président de notre collectivité. Mais il faudrait que de temps en temps, je dirais que la présidence soit vraiment prise par nous-mêmes des fois. Donc, si vous parlez de donc des fois, nous-mêmes, nous pas aller assez loin dans des démarches pour nous point pas à nous, on dit dans là, mais de manière déterminée. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, chaque territoire pourrait apporter sa touche personnelle à son système éducatif. Absolument. Ah ouais, non, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que moi, je parle toujours de vision. Et j'estime que c'est peut-être ce qu'il nous manque malheureusement ou qu'on est en train de façonner un peu mieux d'année en année. En tout cas, j'entends beaucoup de personnes déterminées, hein, comme vous deux. Je vous ai invité. Je sais pourquoi je vous ai invité. Hein. C'est très important, mais il faut vraiment qu'on... Et Olivier, si je veux... voit l'estime de soi à un niveau, niveau beaucoup plus... Oui, et si je peux rajouter quand même, on a fait de gros progrès. L'école a fait de gros progrès. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, en école primaire, on apprend le créole. J'ai envie de te dire, il y a des choses qui ont été faites. Il faut pas nier, tu vois. Donc, c'est bien. Sauf que, c'est pas encore ça. On n'est pas... Tu vois, imagine-toi que tu as un enfant... on a beaucoup d'enfants, je ne vais pas dire hyperactifs, mais qui ont une façon de penser, d'être, qui est différente de ce que moi j'ai connu, d'accord? De ce que, tu vois, de ce que la maîtresse a connu il y a 10 ans, 15 ans. Donc j'ai envie de te dire, il faut aussi pouvoir intégrer ces enfants-là dans le schéma de l'éducation, de l'école. Même leurs outils, parce qu'aujourd'hui, les portables, etc., certains sont pour, certains sont contre, mais ça fait partie de leur époque. Absolument. Et ils fonctionnent avec. Donc, à un moment donné, on aura beau dire, le portable, c'est pas bon, ça dépend de ce qu'on fait avec. Voilà, c'est Moi, ça. j'ai des élèves qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, tout dépend de ce que je regarde, tout dépend de... Mes choix vont dépendre de moi-même, en fait. Donc, pas de vous. Donc, si j'ai envie d'aller apprendre une leçon via le portable, vous n'êtes pas derrière, vous n'êtes pas chez moi, donc je vais le faire. Mais il ne faut pas que nous, adultes, on s'impose en disant avant c'était comme ci, et qu'aujourd'hui, maintenant, il faut que ça soit forcément comme avant, en fait. Donc, ça ne peut pas être comme avant. Ça ne peut pas être comme avant. Normalement, on est censé progresser. Ça ne peut pas être comme avant. Il y a trop d'outils aujourd'hui. Moi, à mon époque, il y a longtemps, on avait une matière. Alors, j'ai eu informatique. Je me demande dans quelle classe que j'étais. Est-ce que je n'étais pas au lycée, tu vois? Je me pose la question. Informatique. Un truc aujourd'hui, il n'est pas question d'enseigner l'informatique. Les élèves de CM2 ont des tablettes sur lesquelles ils font des exercices, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu vois, l'informatique, entre guillemets, c'est obsolète. Ce que j'ai appris... c'est pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Limite, c'est eux qui t'apprennent l'informatique aujourd'hui. Et donc, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ils ont l'outil, mais des fois, ils sont pas assez productifs avec aussi. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que ça reste un outil. Il est utile, mais il ne définit pas tout l'apprentissage, en fait. Et la qualité de l'apprentissage. Et la façon d'apprendre il y a des années devrait évoluer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, ce que nos jeunes ne mesurent pas, c'est-à-dire, à mon époque, des fois, dans le quartier, il y avait un dictionnaire. On se parle pour tout le monde. Dans le quartier, on allait chez un tel parce qu'il avait le dictionnaire pour trouver la définition de mots. Ou bien on allait à la bibliothèque chez le cher. Ça boostait l'entraide entre-temps, parce que tout le monde devait fonctionner ensemble. Oui, ça boostait. Oui, il y avait cette solidarité-là qui était là. Mais c'était bien encore. Mais aujourd'hui, nos jeunes ne mesurent pas qu'ils ont entre les mains le savoir du monde. Avec un portable, on a toute la connaissance de l'humanité aujourd'hui. Ils ne mesurent pas ça. Moi, tout ça... Et là, ils ont profité de se former. Ils ne mesurent pas ça parce qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'eux, ils découvrent comme nous, en fait. Ils ne sont pas encore conscients. Nous, on est adultes, on sait ce qu'ils ont entre les mains. Mais eux, ils apprennent à... À ton avis, tu penses qu'ils ne savent pas? Ils savent. Non, je ne dis pas qu'ils ne savent pas. Mais ils ne sont pas conscients? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont autant d'informations? Je ne sais plus. Toute la savent, c'est qu'ils n'ont pas forcément le réflexe. Et tu sais, par contre, j'avoue. J'avoue. Et tu sais qu'il y a des profs qui donnent plus de devoirs maison parce qu'ils savent que les élèves ne vont pas produire, ils vont pas réfléchir aux devoirs maison. Tu fais la photo, ChatGPT te donne la solution, tu écris la solution. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est penser différemment, réfléchir à comment on peut, avec les outils qu'on a aujourd'hui, premièrement, avec les profils d'élèves qu'on a, comment augmenter
L'estime de soi. Tu vois, valoriser. Alors, quand on dit estime de soi, valoriser l'élève. Exact. Eh bien. Donc, il faut retourner vers les matières manuelles, les métiers, un enseignement plus, qui nous incite à rester humains. avec plus d'objets, de matériel, tandis que sortir un peu du numérique, peut-être, aller vers du concret. Il faut trouver un équilibre entre tous ces outils. Voilà. Mais ne pas oublier qu'ils sont leur meilleure solution. Exact. Très important. Oui. Mais mes chers invités, c'était un plaisir. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Très bien. Vous reviendrez au salon. Bien sûr. La cour est tranquille. Si tu nous invites, on revient. Sans problème. Mrs Tata, j'espère que c'était pour vous un plaisir de participer à l'émission La Coupe Papa. On n'oublie pas le rendez-vous le lundi 20h10 et 23h30. Sinon, il y a des replays. Nous sommes partout sur les réseaux. Donc, excellente soirée à vous et à la prochaine.